Bienvenue sur le ring. Bonjour. L'ODJ TV Radio, Moustapha Seymi, professeur de droit et politologue. Pour ce débat, c'est un débat ou un combat d'ailleurs? Un débat, toujours. C'est toujours un débat, et un débat d'idées. Hein. On est sur une surface aujourd'hui, même si on est sur un ring, avec des gants qui sont posés, c'est toujours un débat et un débat d'idées. Avec vous, autour de 3 rounds thématiques. Premier round, 25 ans de règne, ça représente quoi à vos yeux? Moustapha Seymi, vous nous direz. Deuxième round, un quart de siècle, c'est aussi 6 gouvernements successifs. Est-ce que selon vous, ils ont été à la hauteur des défis, des enjeux, des différentes visions déclinées par la plus haute autorité de l'État? Et enfin, troisième round, perspective, prospective, faut-il un nouveau modèle politique? Avec un point d'interrogation, Moustapha Seymi. Sur le premier round, 25 ans de règne, ça représente quoi à vos yeux, d'un point de vue politique? C'est important, et ce qu'il faut relever, me semble-t-il, c'est d'abord ceci, c'est que la transition dynastique s'est effectuée dans des conditions tout à fait particulières de normalité, de stabilité. Donc le nouveau roi s'est retrouvé donc investi de cette charge et son accession au trône était porteuse de changements. Les Marocains, évidemment, sont attachés à la monarchie, aussi bien au règne de Sa Majesté Hassan II, mais ils attendaient du nouveau roi, évidemment, une continuité sans doute, mais aussi du changement, et il y avait donc de l'espoir. Je crois que dès le départ, le nouveau règne qui a été placé sous le règne de l'espoir, et avec cette particularité d'attente et de besoins qui devaient être donc satisfaits. Et sur ce plan-là, dès les premiers mois, d'ailleurs, le souverain s'est distingué par un certain nombre d'initiatives. Première initiative, la réconciliation nationale. Avec la mise en place de l'instance équité et réconciliation? Ah non, avant ça, le voyage dans le Rif. Le voyage dans le Rif en novembre de 99, à d'autres mesures de libéralisation. Il y a eu également un certain nombre d'autres mesures qui ont été prises avec l'idée de donner à la réconciliation une forme et un contenu. Vous avez fait référence effectivement à l'instance équité et qui était mise en place qui a été créée en 2004, oui, et qui a fait un travail tout à fait exceptionnel de réconciliation, d'appropriation de l'histoire marocaine, oui, et en même temps d'indemnisation. Et cette forme de justice transitionnelle, c'est un exemple à l'international. Est-ce que pour vous, c'est un acte politique fort que c'est la mise en place de cette instance transitionnelle, hein, d'ailleurs, équité et réconciliation en 2004, où beaucoup ont considéré que c'était le moment fort, authentique, de voir l'histoire du pays, les yeux dans les yeux, et également la partager, parce que je rappelle que toutes les séances ont été retransmises à la télévision publique. Est-ce que ça, pour vous, c'est un fait, c'est le fait marquant politique de l'accession et de ce début de règne d'un point de vue politique? C'est un moment fort, effectivement, des premières années du nouveau règne. Et il y avait là la volonté royale ferme de conduire ce processus-là et d'arriver à une réappropriation de l'histoire et de la mémoire collective. Et sur ce plan-là, c'est un grand résultat, il faut le souligner. Ça, c'est pour cette instance donc transitionnelle, équité et réconciliation. Début de règne aussi, il y avait une gouvernance politique, un gouvernement, on appelait ce gouvernement d'alternance, qui était dirigé à l'époque par feu Abdelrahman Yousfi. Est-ce que ça aussi, cette formule en tout cas, ce gouvernement qui était aux responsabilités à cette époque-là aussi, ça allait dans le sens de ce qu'a voulu impulser comme tonalité la plus haute autorité de l'État, sachant que ça a été mis en place avant son accession? Le roi héritait évidemment d'un cabinet qui était cabinet d'alternance nommé en mars 1998 par Sa Majesté Hassan II. Ce gouvernement a continué ses fonctions jusqu'à octobre 2022. 2002. De 2002 jusqu'à octobre 2002, c'est important. Donc il a fait sa mandature normale, donc avec un délai institutionnel électoral qui a été respecté. Le souci du souverain, c'était évidemment de faire les 2 ans qui allaient suivre avec ce cabinet d'alternance, mais en même temps, le souverain avait un autre référentiel dont on n'a pas parlé. J'ai parlé de la réconciliation nationale,
Le deuxième référentiel, c'est un modèle social. Un modèle social, et sur ce plan-là, le souverain est très attaché. Donc, dès le départ, il était déjà comme prince héritier, on le sait, il était attaché donc à une forte inflexion sociale. Ce gouvernement Yousfi, a fait ce qu'il a pu, et je crois qu'il y a eu ensuite, vous avez fait référence aux gouvernements successifs, jusqu'à celui-ci. Parce que 2003, on est passé dans une autre formule, un autre format de gouvernement, technocrate en tout cas essentiellement. Je crois qu'il y avait plus de 10 ministres c'est-à-dire qui composaient le gouvernement qui était à l'époque dirigé en 2003 par Driss Tho. Donc vous dites-vous, est-ce que c'est cette orientation politique qui a été prise à cette époque-là, c'est quoi? C'est pour une inflexion sociale ou c'est pour commencer, parce qu'on l'a vu ce qui s'est passé à partir de 2004-2005, c'est pour commencer à structurer un modèle économique maroco-marocain et que du coup, ce qui est rentré dans l'équation et qui est dans l'équation de la plus haute autorité de l'État, c'était d'avoir des technocrates, des théoriciens et en capacité de mettre en pratique en fait un modèle économique. Sur les 25 ans de règne, puisqu'on parle de ça, et le fait qu'il y ait eu jusqu'à aujourd'hui 6 gouvernements, il y a cette observation à faire, c'est les axes et les préoccupations du souverain n'ont pas changé. N'ont pas changé, c'est quoi? C'est la démocratisation, c'est la consolidation de la légalité, c'est la consolidation également des droits et libertés, et c'est une politique de justice sociale et de solidarité nationale. Ça n'a pas changé depuis 25 ans. En revanche, pour ce qui est des 6 gouvernements qui sont succédés... Sur lequel on va revenir pour le deuxième round, mais par rapport à ça, est-ce que la tonalité politique entre le gouvernement d'alternance 98-2002, ensuite le gouvernement Driss Tho qui a pris le relais 2003 2007, ensuite il y a eu Abbas El-Fassi, mais on va revenir sur les 6 gouvernements, mais est-ce que là, en 2003, il y a eu effectivement une impulsion, un marqueur politique nouveau qui a été mis en place dans la perspective de commencer à structurer un modèle économique, et que c'est ça qui a dominé? Il y a eu l'héritage donc du cabinet Yousfi jusqu'à octobre 2022. 2002, j'y viens, et le fait qu'il fallait sans doute pour le souverain engager un processus de réforme économique. Il avait estimé que le cabinet d'alternance avait fait son temps, si je puis dire. Atteint ses limites? Est-ce qu'on peut dire ça à cette époque-là, selon vous, si on fait un peu de rétro-pédalage? Oui, c'est-à-dire que le cabinet d'alternance, me semble-t-il, après 4 ans, avait, je crois, épuisé ses effets. On parlait à l'époque d'ailleurs d'une forme d'impopularité des partis de gauche à cette époque-là, non? Non, il faut avoir une approche avec du recul. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement d'alternance qui a été mis sur pied, qui était présent lors de la succession dynastique. Il a fini son mandat en 2002. C'était une séquence politique particulière. Je pense que c'est à partir d'octobre 2002, donc du gouvernement Tho qui était en place jusqu'à 2007, que la vision royale a trouvé matière à se développer, c'est-à-dire dans le cadre de réformes. Le gouvernement Tho est un gouvernement qui a fait de grandes réformes, en privilégiant l'économie, en privilégiant un certain nombre de réformes structurelles. Et ça allait au-devant des attentes. Donc c'était à l'époque le gouvernement politique qui a fait en sorte, qui a jeté les bases de ce premier modèle économique réel du Maroc indépendant. Il y avait un gouvernement politique, celui du Yousfi de l'alternance. Oui. Il fallait passer à autre chose, c'est-à-dire à une politique de développement, de réforme. Et ce gouvernement Yousfi n'était pas jugé en mesure de conduire ces réformes-là. C'est-à-dire, on est arrivé, avec le gouvernement Tho en particulier, à une approche plus réformatrice de l'appareil économique, d'un certain nombre de secteurs. Avec des feuilles de route sectorielles qui ont été déclinées. Du développement de l'entreprise, de la fiscalité, je crois que c'était important. Et c'est ça qui a conduit donc à accélérer la politique réformatrice du souverain. On va y revenir d'ailleurs, c'est réformatrice effectivement économique, on verra si ça a eu des effets politiques. Deuxième round avec vous, c'est Moustapha Seymi, justement un quart de siècle politique, c'est 6 gouvernements, depuis d'ailleurs le gouvernement d'alternance à celui d'aujourd'hui, en passant par le gouvernement de Driss Tho 2003-2007, la séquence aussi politique, gouvernement Abbas El-Fassi 2007-2011.
ensuite 2 gouvernements dirigés par le PJD, donc premier gouvernement Abdel Benkiran, ensuite le gouvernement Saladin Atoumani, et depuis octobre 2021, le gouvernement dirigé par Aziz Akhnouch et le RNI. Donc ça veut dire 6 gouvernements successifs. Est-ce qu'ils ont été, Moustapha Simi, selon vous, à la hauteur à la fois de la vision et des visions et qui ont été déclinées au plus haut sommet de l'État, et également à la fois vis-à-vis des populations, des citoyennes et des citoyens, parce que je rappelle que la politique, c'est avant tout de l'amélioration du quotidien du plus grand nombre de nos concitoyens. Il faut préciser d'abord ceci, que les gouvernements qui se sont succédés sont venus des urnes. Hormis le gouvernement d'alternance. Oui, hormis le cabinet Jeto. Et le gouvernement d'alternance. Oui, non, le gouvernement d'alternance n'est pas venu des urnes, c'était une formule qui avait été mise sur pied par le roi Hassan II. Oui, avec des partis de la Koutla et 2 partis, notamment le RNI, le MP. Le gouvernement Jeto marque un changement sur le plan politique, c'est-à-dire qu'on a fait une expérience d'un cabinet d'alternance, elle a porté ses fruits. Elle a conduit quand même à stabiliser le pays, à intégrer des partis politiques qui étaient dans l'opposition à la gestion gouvernementale, ce qui est un grand acquis. Le gouvernement Jeto est un gouvernement, j'allais dire, technocratique. Technocratique, c'est à partir de 2007 et ensuite qu'on a respecté les urnes. Le gouvernement Abdesfassi, il vient des urnes. Le gouvernement de Benkiran également, nommé en octobre, en novembre 2011 et installé en janvier 2012. Il a fait jusqu'à 2016-2017. Un deuxième gouvernement PJD avec Saadin Othmani, nous en sommes là. Et puis voilà maintenant le gouvernement de Aziz Akhnouch qui vient également des urnes. C'est important de dire que ça vient des urnes, ce ne sont pas des chefs de gouvernement imposé par le haut. Donc c'est l'expression du peuple. Et oui, c'est l'expression du peuple. Et du vote. Et c'est une expression qui a été prise en compte, même quand elle ne correspondait pas aux attentes du pouvoir. C'était difficile d'accepter en 2011 formation islamiste qui était en opposition, qui se retrouve donc première. Et comme il y avait l'article 47 de la Constitution qui imposait donc que le chef du gouvernement soit issu du parti arrivé en premier, c'était le cas en 2011, c'était le cas en 2016 d'ailleurs, ce gouvernement Othmani, et ça a été vérifié également donc avec le gouvernement Akhnouch. Je voudrais noter sur ce plan-là le souci du roi de respecter l'agenda électoral. Le roi est très attaché au respect du calendrier électoral, c'est important, et d'ailleurs malgré des circonstances difficiles, ce calendrier a été respecté par la volonté royale. Je vais vous donner un exemple. Lors de la pandémie Covid en 2021, beaucoup de partis, et de l'opposition et de la majorité d'ailleurs, avaient demandé que les élections soient reportées compte tenu du contexte difficile. Contexte covidien à l'époque. Oui, un contexte difficile, du fait que les partis ne pouvaient pas organiser des rassemblements sociaux. Le roi a maintenu, malgré ses propositions, l'agenda électoral qui a eu lieu donc en 2021. Ce qui est intéressant à rappeler aussi, c'est est-ce que le roi est satisfait de ses gouvernements? Des 6. Des 6. Ouais. Nul doute que pour le cabinet. Est-ce que vous êtes hésitant pour répondre? Non, j'essaie d'être précis. Pour ce qui est du cabinet d'alternance, le roi a pris acte de la nouvelle situation créée, il les a accompagnés, jusqu'à 2022. Après tout, le roi, en accédant au trône, pouvait demander la démission du Premier ministre à l'époque et dire « Je suis un nouveau roi, maintenant c'est une nouvelle donne politique ». Et je ne suis pas tenu de reconduire, à la fin juillet de 1999, le cabinet d'alternance. Et il l'a fait parce qu'il estimait qu'il fallait continuer, qu'il fallait qu'il finisse son mandat. Sur ce qu'on peut considérer comme... Mais ces 6 gouvernements, vous avez commencé par le gouvernement d'alternance, si on passe les 6 gouvernements, est-ce que selon vous, oui ou non, je ne veux pas dire que ce soit une question binaire, mais est-ce qu'ils ont été à la hauteur? Parce que je rappelle que durant ces 6 gouvernements, tous les partis politiques dits des partis de gouvernement
ont été aux responsabilités. Je vais vous répondre. Oui, je sais bien où vous voulez en venir et je vais y répondre. Aucun gouvernement n'a donné pleinement satisfaction. Aucun. Ah oui. Donc aucun parti politique non plus. Ah non. Parlons du gouvernement, puisqu'il y avait des majorités, etc. Le gouvernement Jotto a fait de grandes réformes, mais il y a 2 grands dossiers qu'il n'a pas traités, de la vue même de Driss Jotto. C'est la réforme de la caisse de compensation et la réforme des caisses de retraite. Le gouvernement de Abbas Fassi a engagé ces réformes, mais il a été pénalisé par une conjoncture particulière, 2 conjonctures d'ailleurs. C'était notamment la crise financière de 2008, ah oui, mais tous les gouvernements, quand ils sont confrontés à une crise financière. Il est difficile de tenir des engagements quand vous avez une catastrophe pareille qui frappe le système financier international et donc un certain nombre de projets. Et puis il a été pénalisé aussi par autre chose, par le printemps arabe. Donc voilà un gouvernement qui s'est trouvé donc face à des difficultés qui n'étaient pas prévisibles. Alors, pour ce qui est des 2 gouvernements PJD, de Bekiren et Saadine Othmani, il vaut de noter que c'était des gouvernements qui étaient porteurs de changements. D'ailleurs, le gouvernement Saadine Othmani avait une meilleure implantation parlementaire, puisqu'il avait 124 députés. 124 députés, donc ils avaient augmenté de 17 sièges les résultats qu'ils avaient obtenus en 2016. Or, cette séquence de pratiquement une décennie de gouvernement islamiste n'a pas permis d'enregistrer de grands résultats. De grands résultats parce que, pour un certain nombre de raisons, la première, c'est le fait que c'est une équipe qui ne maîtrisait pas. Ne maîtrisait pas les dossiers. Les dossiers, ni les dossiers économiques en particulier. C'est une équipe qui a géré un discours largement populiste, sans faire un certain nombre de mesures, de prendre mesures. Il y a eu la décision prise... Je peux savoir que la réforme de la caisse de compensation CE, la libéralisation du secteur des hydrocarbures... Mais pour le reste, et ce sont 2 gouvernements qui ne se sont pas préoccupés de l'entreprise marocaine. Le développement au Maroc, c'est évidemment la part qui revient à l'État, mais aussi l'entreprise marocaine, et on ne peut pas dire qu'il se soit distingué par la réunion de conditions améliorées, d'attractivité, d'aide et de soutien à l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui crée de la croissance. Donc bilan pour vous insatisfaisant, si je puis dire, des 6 gouvernements qui se sont succédés ce quart de siècle politique. Aucun gouvernement ne donne sur le papier totale satisfaction, me semble-t-il, aux citoyens, parce qu'il y a tellement de choses qui doivent être décidées. On le voit par exemple avec le gouvernement Arnouch, parce qu'on n'en a pas parlé, il faut dire quelques mots, beaucoup de promesses, un programme, etc. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire qui n'ont pas été réglées. Je pense par exemple à la réforme de la fiscalité. Qui avait été d'ailleurs... Qui commence à avoir été initiée, je pense que la réforme de la TVA déjà, ça commence, on parle de la réforme de l'IR l'an prochain, réforme de l'IS aussi. Alors qu'il y a eu les assises de la fiscalité donc en 2019, avec une centaine de propositions, il n'y a qu'une bonne dizaine qui a été appliquée. Ce qui me frappe pour ce qui est des gouvernements en place, notamment les 2 gouvernements PJD et le gouvernement Aziz Arnouch, c'est une insuffisante capacité réformatrice. Je vais donner un exemple. La réforme de la fiscalité, c'est pas réglé. Il y a des petites retouches annuelles, tout ça, etc. La lutte contre la corruption, il y a une instance qui fonctionne, etc. Mais il faut bien dire que la corruption reste quand même un problème structurant. Ça a été d'ailleurs dit dans un rapport du Walid Bank el-Maghrib, présenté à Sa Majesté le Roi, vous l'avez dit expressément, l'un des problèmes posés, c'est celui de la corruption. Autre difficulté, c'est l'accroissement des inégalités. Alors que le taux de pauvreté, en 2014, était de 15% environ, il a été réduit à 5% aujourd'hui. Mais à côté de ça, il y a le problème de la détérioration du pouvoir d'achat des classes moyennes. Et il y a le paupérisation de nombreuses populations. Des classes moyennes. Et puis, il y a d'autres réformes qui manquent, notamment la réforme de la politique de l'habitat.
Nous avons encore... Il y a un nouveau programme qui a été lancé. Oui, nous avons encore 120 000 personnes dans des bidonvilles. La politique n'a pas donné les résultats escomptés. La politique de l'habitat, elle a été enclenchée, mais elle donne des résultats modestes, puisque l'aide qui est prévue maintenant n'a bénéficié qu'à 60 000 personnes, alors que le déficit aujourd'hui est de 800 000 logements. On passe au troisième round, si vous voulez bien, Moustapha Seymi, perspective, prospective. Tout le monde met l'horizon 2030, 2035. Là, c'est un quart de siècle qui s'est écoulé. Et à la lumière de ce que vous venez de dire concernant les 6 gouvernements qui sont succédés ces 25 dernières années, est-ce qu'il faudra nécessairement, ou pas, un nouveau modèle, et là en l'occurrence politique? Il faut d'abord un nouveau modèle de développement. Et dans le nouveau modèle de développement, il y a la partie économique et sociale, mais il y a la partie politique. Alors, pour le nouveau modèle de développement... Mais il faut commencer par quoi? Par quoi il faut commencer? C'est global. Parce qu'on le dit d'abord, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, c'est d'abord... C'est global. On ne peut pas prioriser seulement la nécessité d'un nouveau modèle de développement, alors qu'un nouveau modèle de développement, il est global, il embrasse tous les aspects économiques et sociaux. Je vous rappelle qu'il y a une commission consultative qui avait été installée par le roi en décembre 2019, qui a rendu son rapport en mai 2021. L'exploitation de ce rapport, évidemment, a été gênée par le Covid à l'époque, etc. C'est un rapport intéressant. C'est une réflexion stratégique sur les années 2030-2035, avec des priorités, des axes de changement et des leviers stratégiques. Or, je note qu'aujourd'hui, plus personne ne fait référence à ce nouveau modèle de développement. Et quand il est fait référence à ça, c'est au détour d'une phrase pour ce qui est des ministres. Est-ce que ça veut dire, Moustapha Seymi, justement, qu'il faudra nécessairement de nouvelles écuries, formations politiques, ou de nouveaux hommes ou de nouvelles femmes politiques, justement, pour porter ces nouvel élan, cette nouvelle dynamique d'un point de vue politique? Aujourd'hui, on l'a vu, c'est 34, 35, 36 partis politiques. Il y a eu une inflation ces 25 dernières années, d'ailleurs, de partis politiques. Est-ce qu'on peut continuer avec le modèle actuel d'un point de vue politique pour assurer une gouvernance qui soit efficace, efficiente et avec un portage politique de ce nouveau modèle de développement et des recommandations qui figurent? Il manque un pacte national. Il y a eu un pacte national autour des recommandations une charte qui devait être signée en tout cas par les partis et qui n'avait pas été signée par tous les partis d'ailleurs. Non, qui n'a pas été signée. C'est-à-dire que suite à la publication du nouveau modèle de plan à la fin mai 2021, il était expressément recommandé par cette même commission qu'il y ait un pacte national dans les mois qui allaient suivre pour donc accrocher tout le monde à un même projet de société. Ça n'a pas été le cas. Je crois que la difficulté aujourd'hui, la priorité, c'est un pacte national qui permette de mettre tous les acteurs, majorité et opposition, sur une vision partagée pour 2030-2035. Première observation. Deuxième observation, je fais une différence entre la vision royale et les politiques suivies par les gouvernements. Il y a une vision royale. Et vision royale, c'est quoi? C'est un État, c'est un projet de société solidaire, de justice sociale, solidarité nationale, démocratique et consolidation des droits et libertés. Mais tout ça va être porté par qui, politiquement? Est-ce que ça peut être porté par les partis politiques qui ont été aux responsabilités depuis 1999? Ou est-ce que ça doit être nécessairement porté par ou des nouveaux partis, ou alors des partis qui auront été en capacité de se réinventer et de réinventer leur modèle interne? Nous n'avons pas réglé cette difficulté, c'est comment implémenter les axes de la vision royale pour 2030-2035 dans tous les domaines, énergie renouvelable, solidarité, développement régional, régionalisation, etc. Comment les implémenter au niveau des politiques publiques. Nous avons là une situation hybride, c'est-à-dire au plus haut niveau de l'État, il y a une vision royale exprimée, reformulée, réitérée dans tous les discours avec cette initiative. Le problème, c'est la traduction de ces axes stratégiques et de ces orientations au niveau des politiques publiques.
Sur ce plan-là, il y a du retard. Parce qu'on n'a pas les bons acteurs. Et qu'il faudra nécessairement trouver les bons acteurs dans une perspective, prospective. C'est peut-être plus complexe, c'est l'absence de volonté et de capacité réformatrice des gouvernements en place. C'est-à-dire que celles et ceux qui sont aux responsabilités… Il faut décider, il faut arbitrer. Il faut décider, arbitrer. C'est l'absence de courage politique jusqu'à présent qui a été le marqueur. C'est le fait que la gestion gouvernementale est une gestion qui manque d'audace et qui manque de capacité de décision. Et donc, ça donne les résultats que vous savez. C'est la peur de décider. Les dossiers sont renvoyés, on met en place des commissions. Il y a également le fait que, par exemple, il y a un certain nombre de lois qui ont été votées par le Parlement où il n'y a toujours pas de décret d'application. C'est ça qui pose problème. Et puis, il y a un élan, c'est-à-dire des méthodes de travail accélérées, davantage de réunions, davantage de contacts, de démocratie participative, etc. Et sur ce plan-là, ça tient aux insuffisances des partis politiques. Pourquoi? Je finis, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Ça tient au fait que les partis politiques gèrent leur statut et leur représentation au sein du gouvernement. Ils ne sont plus tellement porteurs d'ambitions réformatrices. Dans les discours, oui, mais quand ils sont aux affaires… Est-ce que c'est de l'embourgeoisement? Est-ce que c'est l'embourgeoisement politique? C'est pas de l'embourgeoisement, c'est une psychologie collective dominante qui fait que on gère les situations acquises, et ça pose le problème de la place et du rôle des partis politiques. Les partis politiques font peu de militantisme de proximité, de terrain, vous le savez. Ils sont souvent préoccupés par les résultats électoraux, le nombre de députés et de parlementaires et évidemment la représentation au sein du gouvernement. Il manque donc à ces partis politiques un retour, une révision déchirante pour être dans le cadre des dispositions définies par la Constitution d'ailleurs, qui leur confie une mission de représentation, d'encadrement et de défense des Dernière question, Moustapha Semi. Donc tout le monde a les yeux rivés aussi sur 2030. D'ailleurs, ça avait été chiffré par l'Alliance et les économistes israéliens sur un potentiel d'investissement et donc du coup de financement qui devrait être massif sur les prochaines années dans la perspective de la co-organisation de la Coupe du Monde de football en 2030, co-organisation avec l'Espagne et le Portugal. On parle de plus de 120, 130, voire 140 milliards de dollars, donc qui devraient être disponibles en tout cas pour financement d'infrastructures, mais pas que. Et donc quelque part une montée en charge du pays, mais tout ça, beaucoup considèrent qu'il y a deux interrogations en fait. Aujourd'hui, deux interrogations du moment, c'est quand est-ce que ces financements vont être là et visibles, et deux, la gouvernance. La gouvernance, et donc du coup, la balle est renvoyée dans le camp des politiques. Est-ce que pour vous, tout cet enjeu 2030, enjeu économique, enjeu social, va impulser en tout cas un changement, une transition, voire une transformation des formations politiques? Je note que de 2030, c'est une contrainte exogène. Et tant mieux. Et tant mieux parce que ça oblige à faire un certain nombre de réformes. C'est-à-dire, nous avons cet agenda 2030, donc, qui est la Coupe du Monde, avec un cahier de charges que vous connaissez. Donc, ça place le Maroc dans un schéma différent de la politique routinière qui était pratiquée jusqu'à présent, c'est-à-dire de gestion, de petites réformes. C'est-à-dire, là, nous sommes confrontés à une échéance très forte. Et il importe donc que toutes les conditions soient réunies pour que les objectifs fixés soient respectés. Ça relève, ça conforte la vision royale. Les obligations et les chantiers prévus pour 2030 participent d'une vision royale de chantiers, de grands travaux. Mais 2030, c'est la réalisation, c'est-à-dire que ça doit commencer en amont. Voilà. Alors, je ne suis pas inquiet pour le financement parce que… Non, mais pour le portage politique. J'y viens, mais je ne suis pas inquiet pour le financement parce que le Maroc offre des opportunités à cet égard du fait précisément de ses engagements à l'horizon 2030. Le portage politique, il doit se faire parce que nous n'avons pas le choix. Et donc, c'est à marche forcée. Et avec qui? Avec qui, selon vous, Moustapha Semi? Est-ce qu'il va demander à Moustapha Semi de se mouiller un petit peu? Avec des équipes dirigeantes. Ça implique que les partis se remettent en cause et que ne soient retenus dans les années à venir que les partis capables d'entreprendre ces réformes-là. Ça commande également un renouvellement des élites au sein des partis politiques, parce que c'est des élites qui, quand même, gèrent leur statut,
souvent les partis politiques ne sont pas organisés de manière démocratique. Les partis politiques actuels sont en capacité, selon vous, de relever ces défis-là, de faire émerger une nouvelle élite politique? Il le faut. Mais est-ce qu'ils sont en capacité de le faire, selon vous? Ils seront en capacité de le faire parce qu'il y aura des contraintes. Il y a les élections qui vont venir. 2026, première. Des 2026, qui sont des élections donc. Ça sera les dernières élections en 2030 d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, il faut espérer qu'à cette échéance-là, les partis fassent l'effort de se restructurer, de se démocratiser et d'encadrer de nouvelles potentialités, de nouvelles énergies. Je veux croire que ça sera fait parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, et c'est tant mieux s'il n'y a pas le choix, c'est une contrainte. Nous ne nous réformons finalement que par la contrainte. D'ailleurs, c'est propre à notre pays, mais pas que. Voilà. C'est souvent le cas. Merci infiniment à vous, Moustapha Semi. Dernier ring avec vous de la saison, l'ODJ TV Radio. Bonnes vacances si vous partez en vacances, je ne sais pas. Je ne sais pas quand on est politologue comme vous, que ça fait plus d'un quart de siècle, en l'occurrence, que vous suivez la politique nationale. Internationale également, mais essentiellement politique et nationale. Alors, je ne sais pas si vous allez vous accorder un peu de repos ou pas. La politique ne s'arrête pas. La politique ne s'arrête pas, c'est comme l'horloge. Voilà. Merci infiniment à vous, Moustapha Semi, et à très bientôt. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD, et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.